La lumière aveuglante de l'hôpital se reflétait sur le sol poli, tandis qu'Émile Vasseur restait immobile devant le volant de sa Mercedes. Le moteur ronronnait encore. La climatisation bourdonnait doucement. Mais à l'intérieur du véhicule, l'air avait quitté ses poumons. Sur la banquette arrière, sa fille de 4 ans, Valérie, gémissait faiblement, trop faible pour parler, le front en feu de fièvre. Les doigts d'Émile agrippaient le volant avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. Le temps pressait, et il le savait. Chaque seconde qu'il restait paralysé par la peur était une seconde volée à la guérison de sa petite fille. Paris s'évanouissait dans la nuit autour de lui, les lumières de la ville se reflétant dans les gouttes de pluie qui glissaient sur le pare-brise. La clinique universitaire Laennec se dressait imposante devant lui. Un bâtiment de verre et d'acier qui promettait le salut, mais qui lui provoquait aussi un inexplicable frisson. Émile avait évité les hôpitaux depuis la mort de Carmen. Sa femme, il y a à peine 8 mois, il l'avait perdue là-bas, entre ces murs blancs et impersonnels, et maintenant le destin l'obligeait à y retourner avec la seule chose qui lui restait au monde. « Papa, ça fait mal !» murmura Valérie, sa voix à peine audible. Ces 2 mots suffirent à le sortir de sa transe. Émile ouvrit la portière, sortit dans l'air froid de novembre et prit sa fille dans ses bras. Le petit corps de Valérie brûlait contre sa poitrine alors qu'il courait vers l'entrée des urgences, ses chaussures italiennes pataugeant dans les flaques. « Urgent !» murmura-t-il à l'infirmière à la réception, se contrôlant à peine. La femme leva les yeux, évalua la situation avec des yeux experts et acquiesça, atteignant le téléphone pour appeler le médecin de garde. Puis, une voix s'éleva, du couloir, calme, claire et incontestablement familière. « Je m'en occupe. » Émile se retourna. Son cœur s'arrêta. Devant lui se trouvait une jeune femme, peut-être une 20aine d'années, vêtue d'une blouse blanche, ses cheveux noirs attachés en une longue tresse, ses yeux sombres, perçants et concentrés. Mais au moment où il vit son visage, Émile recula en titubant. Il connaissait ses yeux, c'étaient des siens, reflétés sur un visage plus jeune, plus doux, mais indubitablement familier. Les lèvres du docteur s'animaient, donnant des ordres. En clinique, ses mains vérifiant déjà le pouls de l'enfant. Elle ne le regarda même pas, mais tout le corps d'Émile tremblait. Ce n'était pas seulement l'impression du moment, c'était la culpabilité. 20 ans plus tôt, Émile avait été un homme différent. Jeune, privilégié, imprudent, une liaison universitaire avec une fille tranquille de la campagne, rien de sérieux, juste un moment. Il ne l'a jamais revu. Des mois plus tard, son père lui a obtenu une bourse à l'étranger. Émile est parti sans se retourner. Il n'a jamais su, personne ne lui a jamais rien dit. Mais maintenant, elle était devant lui, adulte, sereine, en contrôle, et il savait avec chaque cellule de son corps quelle était la vérité. Le docteur qui sauvait sa fille malade était sa propre fille, Lucie, sa fille. Elle le savait. Aussi, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas bronché. Elle a traité l'enfant Valérie avec un professionnalisme qui coupait plus profondément qu'une gifle. Sans chaleur, sans retrouvailles, seulement le silence, froid, clinique. Ses poumons sont inflammés, dit Lucie, vérifiant les signes vitaux. Cela pourrait être grave, elle a besoin d'examens, d'imagerie et d'un traitement immédiat. Émile acquiesça comme un homme brisé. Faites ce qu'il faut. Lucie quitta la chambre aussi rapidement qu'elle y était entrée, et il resta là, tenant la minuscule main de Valérie, écrasée sous le poids d'une vérité trop lourde à prononcer. Les couloirs de l'hôpital semblaient se rétrécir autour de lui. Sur les murs blancs, Émile entrevit les fantômes de ses erreurs passées. Son esprit voyageait entre le présent angoissant et un passé qu'il avait délibérément enterré. À 52 ans, l'entrepreneur immobilier à succès avait construit une forteresse de richesse et de respectabilité qui s'effondrait maintenant devant le regard d'une jeune femme qui portait son sang. Les heures passèrent. Valérie se stabilisa. Émile resta assis à ses côtés, repassant des souvenirs, demandant à Dieu pourquoi il avait tant tardé, pourquoi il avait été aveugle, pourquoi on lui accordait une seconde chance seulement maintenant, à travers la douleur. La chambre privée qu'il avait demandée pour sa fille était spacieuse et équipée du meilleur,
mais il se sentait claustrophobe. Chaque fois que la porte s'ouvrait, Émile retenait sa respiration, espérant voir Lucie à nouveau, cherchant sur son visage un signe d'adoucissement, une fissure dans son armure professionnelle. Mais quand elle revint enfin, sa voix était toujours ferme. « Nous allons la garder en observation. Résultat en attente. » Il se leva. « Lucie, j'ai besoin de vous parler. »« Pas ici, » répondit-elle brusquement. « Non, maintenant !» Finalement, elle le regarda. Ses yeux étaient de pierre. « Vous n'avez pas le droit de choisir le moment maintenant. »« S'il vous plaît, » murmura-t-il, « je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas que vous existiez. Si je l'avais su... » « Vous n'avez pas cherché, » dit-elle. Ces mots le déchirèrent de l'intérieur. Elle se retourna pour s'en aller, mais ensuite sa main s'arrêta sur le bouton de la porte. Elle parla sans se retourner. « Je rêvais que vous reviendriez, qu'un jour je verrais votre visage, que vous vous renseigneriez sur moi, mais vous ne l'avez jamais fait. »« Je ne savais pas, » répéta Émile, les larmes affleurant. « Votre nom était sur mon acte de naissance, » dit-elle. « Ce n'était pas un secret, vous ne cherchiez tout simplement pas aux bons endroits. » Lucie le laissa là, stupéfait. La nuit tomba sur Paris avec un manteau de nuages sombres qui promettait plus de pluie. À travers la fenêtre de la chambre, les lumières de la ville ressemblaient à des étoiles lointaines, inaccessibles comme les occasions manquées. Émile observait le visage endormi de Valérie, si semblable à celui de Carmen, et maintenant, il voyait aussi en elle des traits de Lucie. Comment n'avait-il pas remarqué avant? La forme du nez, la courbe des sourcils, c'était subtil, mais c'était là, unissant ces deux filles dans une chaîne génétique qu'il avait ignorée. Plus tard, une infirmière lui murmura quelque chose à l'oreille, que Lucie avait grandi, dans un foyer, que sa mère était morte jeune, qu'elle avait travaillé pendant ses études de médecine pendant que d'autres s'amusaient, et qu'elle ne parlait jamais de sa famille. Elle n'en avait pas, parce qu'il n'avait jamais été une. Le lendemain, les examens révélèrent des complications dans l'état de Valérie. Un plan de traitement agressif était nécessaire. Émile accepta sans hésitation. Lucie prit le contrôle, non par obligation, mais pour Valérie. La petite lui rappelait elle-même, fragile, abandonnée, luttant pour vivre. Au fil des jours, Lucie vit quelque chose dans les yeux insomniaques d'Émile. Du remords. Pas du genre superficiel, du genre qui vit dans vos os, du genre qui supplie, pour une autre chance, sans demander pardon. Le café de la machine à l'extérieur se refroidissait dans les mains d'Émile pendant qu'il attendait devant la salle de radiologie. Valérie subissait une autre série d'examens, et l'attente semblait une éternité. Il laissa son esprit vagabonder vers le passé, vers ses jours universitaires, vers la jeune étudiante en philologie avec laquelle il avait partagé un semestre de passion et de promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Marisol. Même se souvenir de son nom maintenant lui provoquait une piqûre de honte. Aurait-elle essayé de le contacter pour lui parler de sa grossesse? Aurait-il ignoré ses appels, pensant qu'elle voulait juste se réconcilier? Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. La routine hospitalière s'était installée avec une régularité inquiétante. Émile avait annulé toutes ses réunions, délégué ses responsabilités à son entreprise et loué un appartement près de l'hôpital. Toute sa vie se résumait à ses murs blancs, aux visites des médecins, au moment où Valérie était éveillée et souriait faiblement, demandant qu'on lui raconte des histoires. Et surtout, aux brèves rencontres avec Lucie. La jeune doctoresse gardait ses distances professionnelles, mais Émile remarquait comment ses yeux s'attardaient sur Valérie quand elle croyait que personne ne l'observait. Il y avait de la tendresse, là une connexion qui transcendait le devoir médical. C'était le regard d'une grande sœur qui ne savait pas qu'elle l'était. Un après-midi, pendant que Valérie dormait, Émile osa aborder Lucie dans le couloir. « J'ai fait des recherches, » dit-il, sa voix basse mais ferme, « sur Marisol, votre mère. »
Lucie se tendit visiblement, mais ne s'éloigna pas. « Elle est décédée. Il y eut quand j'avais 7 ans, répondit-elle, sa voix délibérément neutre. Leucémie. Émile sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. Auriez-vous fait quelque chose de différent si vous l'aviez su? La question flotta entre eux comme un défi. Oui, répondit-il sans hésitation. Tout aurait été différent. C'est facile à dire maintenant, murmura Lucie, mais quelque chose dans son expression s'adoucit presque imperceptiblement. Avant qu'il ne puisse répondre, l'alarme de l'un des moniteurs de Valérie commença à sonner. Tous deux coururent vers la chambre, le moment personnel éclipsé par l'urgence médicale. La température de Valérie avait dangereusement augmenté et sa respiration était devenue laborieuse. « Elle a besoin d'antibiotiques plus puissants », ordonna Lucie à l'infirmière qui était arrivée, « et préparez-la pour d'autres examens. Je crois que l'infection se propage. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités médicales. Valérie fut transférée en soins intensifs, connectée à plus de machines, entourée de plus de personnel. Émile observait impuissant depuis un coin, son monde réduit au son rythmique du moniteur cardiaque et à la vision de sa petite fille luttant pour respirer. Et au milieu du chaos, Lucie brillait d'une compétence féroce. Ce n'était pas seulement un docteur qui faisait son devoir, c'était une guerrière luttant pour la vie de sa sœur. Ses ordres étaient précis, ses mouvements sûrs, sa détermination inébranlable. Émile l'observait avec une fierté qu'il n'avait pas le droit de ressentir, mais qu'il ne pouvait pas éviter. Passé minuit, quand Valérie fut enfin stabilisée, Émile trouva Lucie dans la salle de repos du personnel, son corps affaissé sur une chaise, une tasse de café intacte devant elle. Sans demander la permission, il s'assit à côté d'elle. « Merci, dit-il simplement, de l'avoir sauvée. » Lucie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix semblait épuisée. « C'est mon travail. C'est plus que ça, insista-t-il. La façon dont vous vous occupez d'elle, c'est comme si elle était ma sœur. » Lucie termina la phrase avec une amertume qui coupait comme du verre. « Elle l'est, n'est-ce pas? Même si aucune de nous deux ne le sait. » Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Dehors, la pluie battait contre les fenêtres, créant une toile de fond mélancolique pour la conversation qu'ils avaient évitée. « Voulez-vous savoir la vérité sur ce qui s'est passé entre Marisol et moi ?» demanda finalement Émile. Lucie le regarda droit dans les yeux, ses yeux si semblables aux siens que c'en était déconcertant. « J'ai vécu 25 ans sans connaître cette vérité. Pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant ?»« Parce que vous méritez de le savoir, » répondit-il simplement, « et parce que j'ai besoin de le dire. La vérité pourra-t-elle guérir les blessures du passé? Ou le poids des secrets enterrés pendant des décennies sera-t-il trop lourd à supporter? » La nuit s'étendait devant eux, promesses silencieuses de confessions à venir et de vérités qui changeraient leur vie pour toujours. Émile passa une main sur son visage fatigué, les rides autour de ses yeux plus prononcées sous la lumière fluorescente de la salle de repos. Il se sentait vieux, usé par le poids de ses erreurs et par la veille constante au chevet de Valérie. Mais il ressentait aussi une étrange légèreté, comme s'il pouvait enfin laisser tomber un masque qu'il portait depuis trop longtemps. « J'ai rencontré votre mère à la Sorbonne, » commença-t-il, sa voix basse mais claire. « J'étudiais le commerce, elle la philologie. Nous nous sommes rencontrés à la cafétéria par hasard. Elle était différente des filles avec lesquelles j'avais l'habitude de sortir, calme, intelligente, avec un sourire qui illuminait toute la pièce. » Lucie écoutait en silence, son visage impassible, mais Émile pouvait voir le léger tremblement de ses mains autour de la tasse de café. « Ce fut une liaison intense, mais brève, » continua-t-il. « Mon père avait de grands projets pour moi. L'entreprise familiale, un mariage avantageux, tout était planifié au millimètre près. Marisol ne correspondait pas à ce plan. Et moi, j'étais trop lâche pour affronter mon père. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Comment expliquer
La lâcheté d'un jeune homme qui a fait passer son confort avant l'amour. Comment justifier l'abandon d'une femme qui savait probablement déjà qu'elle était enceinte? Je l'ai quittée sans explication, avoua-t-il finalement. Une lettre lâche et une excuse concernant des études à l'étranger. Je suis allé à Londres, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai enterré les souvenirs. Des années plus tard, je suis revenu en Espagne. J'ai rencontré Carmen. J'ai construit mon entreprise. Je croyais avoir laissé le passé derrière moi. Mais le passé ne s'en va jamais vraiment, n'est-ce pas? La voix de Lucie avait une pointe d'acier. Non, acquiesça Émile. Il nous rattrape quand on s'y attend le moins. Le silence se réinstalla entre eux, rompu seulement par le bourdonnement distant des machines de l'hôpital et le murmure occasionnel des infirmières dans le couloir. « Est-ce qu'elle vous a cherché ?» demanda finalement Lucie. « Ma mère, après avoir su qu'elle était enceinte ?» Émile baissa les yeux, la honte visible sur son visage. « Je ne sais pas, j'ai changé d'appartement, de numéro de téléphone. Mon père interceptait toute correspondance arrivant à la maison. Si elle a essayé, je ne l'ai jamais su. »« Pratique, » murmura Lucie. « Oui, » admit-il sans excuse. « Très pratique. » La confession resta en suspens, crue et honnête. Il n'avait pas demandé pardon, n'avait pas tenté de se justifier. Il avait simplement exposé la vérité nue de ses actes et de sa lâcheté. Lucie se leva brusquement. « Je dois examiner Valérie. » Avant qu'elle ne puisse sortir, Émile reprit la parole. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quand Carmen est décédée, elle m'a laissé une lettre. Entre autres choses, elle me demandait de réparer les erreurs du passé, sans préciser lesquelles. Je crois qu'elle savait, d'une certaine manière, qu'il y avait quelque chose d'irréglé dans ma vie. » Lucie s'arrêta dans l'embrasure de la porte, dos à lui. « Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, Émile. On apprend juste à vivre avec. » Et sur ce, elle quitta la chambre, le laissant seul avec ses pensées et l'écho d'une vérité qu'il avait mis 25 ans à prononcer. Les jours suivants furent un étrange limbe. Valérie répondait lentement au nouveau traitement, mais était toujours faible, son petit corps luttant contre une infection pulmonaire qui résistait à céder. Émile se déplaçait entre la chambre d'hôpital, l'appartement qu'il avait loué, à proximité, et d'occasionnelles visites à son bureau pour maintenir son entreprise à flot. Mais ses pensées revenaient toujours à l'hôpital, à ses deux filles séparées par un abîme qu'il avait lui-même créé. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une brève visite à son bureau, il trouva Lucie assise au chevet de Valérie, non pas en tant que médecin, mais en tant que visiteuse. Elle lui lisait un conte, sa voix douce et mélodieuse emplissant la chambre de mots magiques sur les princesses et les dragons. Valérie la regardait avec des yeux brillants, fascinée, non seulement par l'histoire, mais aussi par la femme qui la racontait. Émile resta dans l'embrasure de la porte, n'osant pas interrompre le moment. Il observa comment Lucie gesticulait en racontant les passages les plus émouvants, comment Valérie riait faiblement aux moments drôles, comment toutes deux semblaient se connecter à un niveau qui transcendait les mots. Il y avait quelque chose de naturel dans cette interaction, comme si le sang qu'elle partageait chantait une mélodie silencieuse que seule elle pouvait entendre. Quand Lucie eut terminé le conte, Valérie applaudit avec ses petites mains. « Upal, tu peux m'en lire un autre demain ?» demanda-t-elle avec espoir dans sa voix enfantine. Lucie sourit, un sourire authentique qu'Émile n'avait jamais vu sur son visage. « Si ton papa est d'accord et si tu es sage avec les infirmières, je reviendrai demain avec un conte encore meilleur. » Ce fut alors qu'il remarqua Émile dans l'embrasure de la porte. Le sourire disparut, remplacé par le masque professionnel qu'il connaissait désormais bien. « Sa fièvre a baissé, informa-t-elle se levant, et les dernières analyses montrent une légère amélioration de la fonction pulmonaire. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. » Émile acquiesça, reconnaissant, non seulement pour l'information médicale, mais aussi pour le moment qu'il venait de voir. « Merci, docteur, » dit-il formellement, suivant le jeu devant Valérie. « Puis-je vous parler un instant dehors ?» Lucie hésita brièvement, mais acquiesça. Elle dit au revoir à Valérie en lui caressant les cheveux noirs
et suivit Émile dans le couloir. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Lui lire des contes, lui rendre visite en dehors de vos tournées médicales. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « Je le fais parce que je le veux. » Émile la regarda, cherchant sur son visage un signe de ce qu'elle pensait. « Pourquoi ?» Lucie détourna le regard vers la fenêtre du couloir où la ville de Paris s'étendait sous un ciel qui commençait à s'obscurcir. « Parce qu'elle n'est coupable de rien, » répondit-elle finalement. « Et parce que quand je la regarde, je vois une petite fille qui a aussi perdu sa mère trop tôt. » La sincérité de sa voix frappa Émile comme une vague. Pour la première fois, il vit au-delà du docteur compétent, au-delà même de la fille qu'il n'avait jamais connue. Il vit une femme qui avait subi des pertes inimaginables et qui, malgré tout, avait choisi une profession consacrée à sauver des vies. « Vous lui ressemblez beaucoup, » dit-il soudainement. « À Marisol, vous avez sa force, sa détermination. » Lucie le regarda surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce commentaire. « Je m'en souviens à peine, » confessa-t-elle à voix basse. « J'avais 7 ans quand elle est décédée. Je me souviens de sa voix, de l'odeur de son parfum, de la façon dont elle me serrait dans ses bras quand j'avais peur. Mais son visage s'efface chaque année un peu plus. » Émile sentit une boule dans sa gorge. « J'ai des photos, » dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les penser. « D'elle, de nous. Quelque part chez moi, dans une boîte que je n'ai pas ouverte depuis des décennies. Si vous voulez... » Il laissa la phrase en suspens, incertain si l'offre serait accueillie avec intérêt ou avec dédain. À sa surprise, il vit une lueur de quelque chose, de la curiosité, de la nostalgie, dans les yeux de Lucie. « Peut-être, » répondit-elle, ni acceptant ni refusant. « Un jour. » C'était plus que ce qu'il avait espéré. Un petit pont, tendu au-dessus de l'abîme qui les séparait. Ce n'était pas le pardon, ni même l'acceptation, mais c'était un commencement. Avant qu'il ne puisse répondre, le beeper de Lucie sonna avec urgence. Elle regarda le message et son expression se transforma immédiatement en concentration professionnelle. « J'ai une urgence, » dit-elle, s'éloignant déjà. « Nous parlerons plus tard. » Émile la vit partir, sa blouse blanche flottant derrière elle alors qu'elle courait vers une autre crise, une autre vie à sauver. Il resta là un instant, contemplant le couloir désormais vide, ressentant un étrange mélange de fierté et de remords. Puis il retourna auprès de Valérie qui s'était déjà endormie, le livre de contes toujours ouvert sur le lit. Il le ramassa avec soin et regarda la couverture. Conte pour princesse courageuse. Il sourit devant le choix de Lucie, si approprié pour une petite fille qui se montrait aussi forte que son nom le suggérait. Il s'assit sur la chaise que Lucie avait occupée, sentant encore la chaleur résiduelle de sa présence. Pour la première fois depuis des jours, il permit à l'espoir de s'infiltrer dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, de cette tragédie, pourrait surgir quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. Pas une famille conventionnelle, certainement, mais peut-être un nouveau type de connexion entre 3 personnes unies par le sang et séparées par les circonstances. Avec cette pensée réconfortante, il se pencha sur la chaise et ferma les yeux, s'autorisant un bref repos tout en veillant sur le sommeil de sa fille cadette, rêvant d'un avenir où il pourrait aussi connaître véritablement sa fille aînée. Le matin apporta un nouveau rebondissement lorsque les analyses nocturnes révélèrent une complication inattendue dans l'état de Valérie. L'infection avait développé une résistance à l'antibiotique et son état, qui avait montré une amélioration, commençait à se détériorer à nouveau. Émile sentit le sol s'effondrer sous ses pieds lorsque l'équipe médicale entra précipitamment dans la chambre, avec Lucie à sa tête, son visage étant un masque de détermination professionnelle. « Nous devons changer la stratégie de traitement », expliqua Lucie alors qu'elle vérifiait les moniteurs et ajustait le compte-gouttes. « Nous allons essayer avec une combinaison différente d'antibiotiques et augmenter le support respiratoire. » Émile acquiesça, incapable de parler, l'anxiété lui étreignant la gorge. Voir Valérie connectée à autant de machines, son visage pâle contre les draps blancs,
réveillait des échos douloureux des derniers jours de Carmen. Il ne pouvait pas perdre une autre personne qu'il aimait. Il ne le supporterait pas. Est-ce donc qu'elle va aller bien? Réussit-il à demander finalement, sa voix à peine un chuchotement. Pendant un instant, le masque professionnel de Lucie glissa, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait pas montrée avant. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, promit-elle. Tout. » Et Émile l'a cru. Ce n'était pas seulement le docteur qui parlait, mais la sœur, la fille, la femme qui, malgré tout, semblait avoir hérité le meilleur de lui et de Marisol. La détermination inébranlable, la capacité de faire et face à l'impossible sans scier. Les heures suivantes furent des montagnes russes d'espoir et de désespoir. La fièvre de Valérie montait et descendait, sa respiration devenait laborieuse, puis se stabilisait. Les médecins entraient et sortaient de la chambre avec des expressions graves. Émile ne bougea pas de son côté, tenant sa petite main entre les siennes, lui racontant des histoires à voix basse quand elle était éveillée, priant en silence quand elle dormait. Lucie restait professionnelle mais présente, supervisant chaque aspect du traitement, consultant des spécialistes, étudiant des recherches récentes sur des cas similaires. Émile l'observait travailler avec un mélange d'admiration et de remords. Qu'aurait été sa vie s'il avait été présent pendant ces 25 ans? Aurait-il été le père qu'elle méritait ou l'aurait-il déçu comme il avait déçu tant d'autres dans sa vie? Au tomber de la nuit, Valérie se stabilisa à nouveau. La nouvelle combinaison de médicaments semblait fonctionner. Sa fièvre avait baissé et sa respiration était redevenue plus régulière. Lucie termina son service, mais ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle resta dans la chambre, vérifiant les constantes de Valérie, ajustant l'oxygène, vérifiant les moniteurs avec une méticulosité qui dépassait le devoir professionnel. « Vous devriez vous reposer », lui dit Émile, remarquant les cernes sous ses yeux. « Vous êtes resté ici toute la journée. » Lucie secoua la tête. « Je préfère rester encore un peu, » répondit-elle, sa voix douce pour ne pas réveiller Valérie, juste pour m'assurer qu'elle reste stable. Émile hésita un instant avant de reprendre la parole. « Ce n'est pas seulement pour elle, n'est-ce pas, c'est aussi pour moi. » Lucie le regarda surprise. « Que voulez-vous dire ? » « Vous avez peur de ce qui pourrait se passer si vous me laissez seul avec elle, dit-il, une vérité qu'il venait de comprendre. Vous croyez que je pourrais l'abandonner comme je vous ai abandonné ? Le silence qui suivit confirma son soupçon. Lucie détourna le regard, mais ne nia pas l'accusation. « Je ne l'abandonnerai jamais, » affirma Émile avec ferveur. « C'est tout ce que j'ai au monde. J'étais aussi tout ce que ma mère avait, » répondit Lucie, sa voix un fil glacial. « Et quand elle est décédée, je me suis retrouvé seul. » Les mots frappèrent Émile comme un coup de poing. L'image d'une petite fille si semblable à Valérie, confrontée à la mort de sa mère sans un père pour la protéger, lui était insupportable. Que s'est-il passé après qu'elle... Il ne put pas terminer la question. Lucie s'assit au bord de la fenêtre, sa silhouette découpée contre les lumières nocturnes de Paris. « Je suis passée par plusieurs foyers, » répondit-elle, avec un calme qui sonnait appris par cœur. Certains bons, d'autres moins bons. À 16 ans, j'ai obtenu une bourse pour étudier le baccalauréat dans un collège privé, puis une autre pour la médecine. J'ai travaillé comme serveuse, comme aide-soignante, comme tout ce qui était nécessaire pour compléter les dépenses. Et me voici. Elle résumait 25 ans de lutte et de solitude en quelques phrases, comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Mais Émile pouvait lire entre les lignes, les anniversaires non célébrés, les nuits d'études jusqu'à l'aube. La détermination de faire d'une fille qui était devenue une femme sans personne pour la guider, pour la protéger, pour lui dire qu'il était fier d'elle. « Vous êtes extraordinaire, » dit-il avec sincérité. « Votre mère serait si fière de vous. » Lucie lui lança un regard qui mêlait scepticisme et vulnérabilité. « Vous ne savez pas ce qu'elle aurait pensé. »« Je l'ai connue, » répondit Émile doucement. « Mieux que vous ne voulez le croire. Marisol appréciait la force, la persévérance, le courage, ce que vous avez accompli contre toute attente. Oui, elle serait fière.
Lucie baissa les yeux vers ses mains qui reposaient tendues sur ses genoux. À ce moment-là, elle ne semblait pas le docteur sûr et compétente, mais une petite fille qui avait grandi trop vite, affamée des mots qu'elle venait d'entendre. « Parfois, je l'entends », confessa-t-elle à voix basse. « Dans ma tête, me disant que je peux tout faire, que je suis plus forte que je ne le crois. C'est la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir. » Émile sentit une boule dans sa gorge. Elle avait raison. Un son doux interrompit le moment. Valérie, bougeant dans son sommeil, murmurant des mots incohérents. Tous deux regardèrent vers le lit, où la petite dormait inquiète, son front plissé dans une expression de malaise. Lucie s'approcha immédiatement, vérifiant les moniteurs, touchant doucement le front de l'enfant. « La fièvre remonte », murmura-t-elle, sa voix revenant au ton professionnel. « Je vais demander d'autres analyses et ajuster la médication. » L'atmosphère intime avait été rompue, remplacée par l'urgence médicale. Émile observa comment Lucie quitta rapidement la chambre, ses pensées partagées entre la préoccupation pour Valérie et la conversation interrompue avec Lucie. Deux mondes qui convergeaient douloureusement dans cet hôpital, deux parties de sa vie qui n'auraient jamais dû être séparées. La nuit s'étendit sans fin, avec des infirmières entrant et sortant, ajustant les perfusions, prélevant des échantillons de sang. Valérie alternait entre des épisodes de forte fièvre et de brèves périodes de sommeil agité. Émile resta à ses côtés, lui chuchotant des mots d'encouragement, lui racontant des histoires de quand elle était plus petite, des jours heureux avec Carmen, essayant de l'ancrer au monde avec le fil de sa voix. Passé minuit, Lucie revint avec les résultats des nouvelles analyses. Son visage était tendu, avec des cernes sous ses yeux qui parlaient de nuits blanches et de décisions difficiles. « L'infection évolue, dit-elle, allant droit au but. Nous traitons une souche particulièrement résistante. J'ai consulté plusieurs spécialistes et tous sont d'accord. Nous avons besoin d'un traitement plus agressif. » Émile acquiesça, épuisé, mais déterminé, ce qui est nécessaire. « Il y a un nouvel antibiotique expérimental, » continua Lucie, mesurant ses mots. « Il a montré des résultats prometteurs dans des cas comme celui-ci, mais, Émile sentit son cœur s'accélérer. Mais il n'est pas entièrement testé sur des enfants aussi jeunes que Valérie. Il y a des risques, des effets secondaires, potentiels. Je ne peux pas garantir. Est-ce notre meilleure option ?» interrompit Émile. Lucie le regarda droit dans les yeux, son regard professionnel, mais avec une étincelle d'émotion personnelle qu'elle ne pouvait pas entièrement dissimuler. « À mon avis, oui, c'est notre meilleure chance. »« Alors faites-le, » dit-il sans hésiter. « Je vous fais confiance. » Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'une signification qui dépassait la relation médecin-patient. Pour la première fois depuis leur retrouvailles, Émile avait exprimé une confiance absolue en Lucie, non seulement en tant que docteur, mais aussi en tant que personne. Et pour la première fois, Lucie sembla accepter cette confiance sans réserve. « Nous commencerons le traitement immédiatement, » dit-elle, sa voix plus douce. « Je resterai pour surveiller les premières heures afin de m'assurer que tout va bien. »« Merci, » répondit-il simplement. Pendant que Lucie préparait tout pour le nouveau traitement, Émile sentit une vague d'émotions contradictoires. De la peur, pour Valérie, de la gratitude envers Lucie, de la culpabilité pour le passé, de l'espoir pour l'avenir. Comment en étaient-ils arrivés là? Pourquoi avait-il fallu que sa fille cadette tombe gravement malade pour qu'il puisse connaître sa fille aînée? L'univers avait un sens de l'humour tordu, ou peut-être était-ce simplement la justice poétique. Les heures suivantes furent cruciales. Le nouveau traitement commença à être administré goutte à goutte dans le système de Valérie, tandis que Lucie surveillait chaque réaction, chaque changement de ses constantes vitales. Émile observait ses deux filles, l'une luttant pour sa vie, l'autre luttant pour la sauver. Le symbolisme ne lui échappait pas. Valérie et Lucie pourront-elles former un nouveau type de famille? L'amour sera-t-il plus fort que les erreurs du passé?
Tandis que la nuit cédait lentement à l'aube, ces questions résonnaient dans l'esprit d'Émile, se mêlant aux prières silencieuses et aux promesses à un avenir incertain. L'aube apporta les premiers rayons timides du soleil qui se filtraient à travers les persiennes de la chambre. Émile, qui avait somnolé par intermittence sur la chaise inconfortable près du lit de Valérie, se réveilla en sursaut. La première, une chose qu'il vit, fut Lucie, penchée sur l'enfant, vérifiant ses signes vitaux avec des mouvements précis, mais doux. « Bonjour » dit-elle en remarquant qu'il était réveillé. Sa voix sonnait fatiguée, mais il y avait une note de soulagement qu'il n'avait pas entendue auparavant. Elle a passé une bonne nuit. La fièvre a considérablement baissé et ses constantes sont stables. Émile se frotta les yeux, chassant le sommeil, et s'approcha du lit. En effet, Valérie semblait dormir plus paisiblement, sa respiration plus régulière, la couleur revenant lentement sur ses joues. « Le nouveau traitement fonctionne ?» demanda-t-il, presque effrayé que la réponse soit trop belle pour être vraie. Lucie acquiesça, s'autorisant un petit sourire. Il est trop tôt pour crier victoire, mais les premiers résultats sont prometteurs. Son corps répond bien à l'antibiotique. Émile poussa un soupir dont il ignorait qu'il retenait. Dieu merci, et merci à vous, Lucie. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous faites. Une ombre traversa le visage de Lucie, comme si elle lui rappelait qu'elle ne faisait pas cela pour lui, mais pour Valérie. Mais elle acquiesça brièvement, acceptant les remerciements sans commentaire supplémentaire. « Vous êtes resté ici toute la nuit ?» demanda Émile, remarquant que Lucie portait les mêmes vêtements que la veille. « Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de réactions adverses au nouveau traitement, » répondit-elle, minimisant son importance. « Cela fait partie de mon travail. » Mais tous deux savaient que cela allait au-delà du devoir professionnel. Lucie était restée pour Valérie, oui, mais aussi parce que quelque chose était en train de changer entre eux, une porte s'ouvrant, lentement vers des possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé envisager auparavant. « Vous devriez vous reposer un peu », suggéra Émile. « Je vais rester avec elle. » À sa grande surprise, Lucie ne discuta pas. « Juste quelques heures, » accepta-t-elle. « Je reviendrai pour la prochaine dose. » Pendant qu'elle rangeait ses affaires, Valérie commença à s'éveiller, ses yeux s'ouvrant lentement, cherchant dans la chambre des visages familiers. Quand elle vit Lucie, elle sourit faiblement. « Docteur Lucie » murmura-t-elle, sa voix petite mais claire. « Vous allez me raconter une autre histoire aujourd'hui ?» Lucie s'arrêta, visiblement émue par la demande. Elle s'approcha du lit et se pencha sur Valérie avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, petite, quand je reviendrai plus tard, je vous raconterai la plus belle histoire que vous connaissez. Promis ?» Valérie leva son auriculaire dans le geste universel des promesses enfantines. Sans hésiter, Lucie entrelaça son auriculaire avec celui de l'enfant. « Promis ?» Émile observa l'échange, le cœur serré. Il y avait tant de naturel dans l'interaction entre ces deux filles, tant de chaleur inconsciente, qu'il était douloureux de penser à tout le temps perdu, à tous les moments comme celui-ci, qu'ils auraient pu partager s'il avait pris des décisions différentes il y a 25 ans. Après que Lucie soit partie, Émile s'assit sur le bord du lit de Valérie, caressant doucement ses cheveux noirs. L'enfant le regardait avec des yeux somnolents, mais plus brillants que les jours précédents. « J'aime bien le docteur Lucie », dit-elle simplement, avec cette honnêteté directe que seuls les enfants ont. Elle est très gentille et raconte de très jolies histoires. Émile sourit, avalant la boule qui se formait dans sa gorge. « Moi aussi je l'aime beaucoup », répondit-il. « C'est un docteur très spécial. Pourquoi elle a toujours l'air triste quand elle vous regarde, papa ?» La question innocente de Valérie le prit par surprise. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle percevoir avec autant de clarté ce que les adultes tentaient de cacher? Émile hésita, cherchant les mots justes. Il ne pouvait pas lui dire toute la vérité, pas encore, mais il ne voulait pas non plus lui mentir. « Parfois, chérie, les adultes ont des histoires compliquées entre eux, » répondit-il finalement. « Le docteur Lucie et moi, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, et il s'est passé des choses qui l'ont rendu triste. J'essaie d'arranger ça. » Valérie acquiesça avec sérieux, comme si elle comprenait parfaitement la complexité des relations adultes. « Vous devriez lui offrir des fleurs, »
suggéra-t-elle avec conviction. Maman aimait toujours les fleurs. Quand elle était triste, la mention de Carmen provoqua une piqûre au cœur d'Émile. C'est une bonne idée, chérie. Peut-être que je le ferai. Pendant le reste de la matinée, Valérie montra des signes évidents d'amélioration. Elle mangea un peu de purée, but de l'eau toute seule, et s'assit même dans son lit pour colorier un livre qu'une infirmière lui avait apporté. Émile appela son bureau pour tenir son équipe au courant de la situation et délégua plusieurs décisions importantes, privilégiant sans hésitation sa présence auprès de Valérie. À midi, comme elle l'avait promis, Lucie revint. Elle semblait reposée, avec des vêtements propres et les cheveux fraîchement lavés, bien que les cernes sous ses yeux témoignent d'un repos insuffisant. Elle examina Valérie méticuleusement, vérifiant tous ses signes vitaux et les résultats des dernières analyses. L'infection diminue, annonça-t-elle avec une satisfaction évidente. Ses poumons sonnent beaucoup mieux et les marqueurs d'inflammation baissent. Si ça continue comme ça, dans quelques jours, nous pourrons envisager une sortie de l'hôpital. La nouvelle fut comme un baume pour Émile. Vraiment? Si tôt? Avec un suivi à domicile, bien sûr, précisa Lucie. Et elle devra finir le cycle d'antibiotiques chez elle. Mais si l'amélioration se poursuit à ce rythme, je ne vois aucune raison de la garder hospitalisée. Valérie, qui avait écouté attentivement, applaudit avec enthousiasme. Je vais pouvoir retourner dans ma chambre et voir Peluche. Peluche était son lapin en peluche préféré, qui avait été oublié dans l'appartement lors de la course, homme précipité à l'hôpital. Exactement, sourit Lucie. Mais avant, je crois que je vous ai promis une histoire, n'est-ce pas? L'enfant acquiesça vigoureusement, les yeux brillants d'anticipation. Émile profita de l'occasion pour s'excuser. Je vais chercher un café et quelque chose à manger, dit-il, comprenant que son absence permettrait un moment privé entre Lucie et Valérie. Je vous apporte quelque chose, Lucie. Elle parut surprise par l'offre. Un café, ce serait parfait. Merci. Émile sortit de la chambre, mais ne se dirigea pas immédiatement vers la cafétéria. Au lieu de cela, il fit un détour par la petite boutique de cadeaux de l'hôpital. La suggestion de Valérie résonnait dans son esprit. Vous devriez lui offrir des fleurs. C'était un petit geste, peut-être insignifiant face à l'ampleur de ce qu'il avait besoin de réparer, mais c'était peut-être un commencement. Quand il revint 20 minutes plus tard, il s'arrêta à la porte de la chambre, ému par la scène qu'il trouva. Lucie était assise sur le lit à côté de Valérie, gesticulant vivement pendant qu'elle racontait une histoire sur une princesse guerrière qui sauvait son royaume d'un dragon. Valérie l'écoutait fascinée, les yeux grands ouverts, absorbée par chaque mot. Il y avait tellement de naturel dans ce moment, tant de connexions inconscientes entre elles, qu'Émile ressentit un mélange de joie et de tristesse face à ce qui aurait pu être, à ce qui pourrait être. Avez-vous déjà connu ou vécu quelque chose de similaire à ce que vivent nos personnages? Partagez votre expérience dans les commentaires. Il s'éclaircit doucement la gorge pour annoncer sa présence, entrant avec 2 cafés et un petit bouquet de marguerites. Il vit Lucie se tendre légèrement, reprenant sa posture plus formelle, mais le sourire que Valérie lui adressa était radieux. « Papa, le docteur Lucie me raconte une histoire incroyable sur une princesse qui s'appelle comme moi, Valérie. Et ce n'est pas une princesse idiote qui attend d'être sauvée, mais elle a une épée et se bat contre des dragons et des trolls. Ça ressemble à une histoire parfaite pour toi, chérie, répondit Émile, tendant l'un des cafés à Lucie. Noir avec un peu de sucre, j'espère que ça vous convient. Lucie prit le café avec une expression de surprise. Comment saviez-vous comment je le bois? Je vous observe depuis ces jours, admit-il, sentant ses joues chauffer légèrement. Je suis bon pour faire attention aux détails. Décidément, murmura-t-elle, mais sans l'acidité qui avait caractérisé leurs interactions précédentes. Émile tendit le petit bouquet de marguerites vers elle. C'est aussi pour vous, un petit remerciement pour tout ce que vous faites pour Valérie. Lucie regarda les fleurs comme si c'était quelque chose d'étrange et potentiellement dangereux. Pendant un instant, Émile craignit qu'elle les refuse, mais ensuite, lentement, elle tendit la main et les prit. « Merci » dit-elle simplement, mais il y avait une complexité d'émotions dans cette seule parole.
Vous voyez, papa, s'exclama Valérie avec une satisfaction évidente. Je vous ai dit que les fleurs la feraient sourire. Lucie ne put s'empêcher de rire devant le commentaire, et Émile se joignit à son rire, reconnaissant pour ce moment de légèreté au milieu de tant de tension. Pendant un instant, tous les trois ressemblaient à une famille normale, partageant un moment quotidien de joie. Pendant un instant, le passé et ses erreurs semblèrent moins importants que le présent et ses possibilités. Mais le moment fut bref. Le beeper de Lucie sonna, leur rappelant à tous qu'elle avait d'autres responsabilités, d'autres patients à soigner. « Je dois y aller, dit-elle se levant. Je reviendrai plus tard pour la tournée de l'après-midi. » Avant de partir, elle regarda les marguerites dans sa main, puis Émile. « C'étaient les fleurs préférées de ma mère, dit-elle à voix basse, pour qu'il l'entende seul. Comment le saviez-vous » Émile sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je ne le savais pas, confessa-t-il. C'était juste de l'intuition, je suppose. » Lucie acquiesça lentement. « Certaines choses sont dans le sang, n'est-ce pas ?» Et sur ce, elle quitta la chambre, emportant les fleurs et laissant derrière elle une atmosphère chargée de questions sans réponse et de possibilités inexplorées. Émile resta là à regarder la porte fermée, pensant à ce qui venait de se passer. Avait-il été une coïncidence qu'il ait choisi précisément les fleurs préférées de Marisol? Ou y avait-il quelque chose de plus, une connexion subconsciente, un souvenir enfoui qui avait guidé son choix? Pourquoi le docteur Lucie a-t-elle dit que les fleurs étaient les préférées de sa maman? Demanda Valérie, toujours attentive aux conversations des adultes. Tu connaissais sa maman, papa? La question était innocente, mais touchait le cœur même du secret qu'Émile n'était pas encore prêt à révéler. Comment expliquer à une enfant de 4 ans la complexité des relations adultes, les erreurs du passé, les conséquences, qui s'étendaient sur des décennies? « Oui, chérie, répondit-il finalement. J'ai connu sa maman il y a longtemps. C'était une personne très spéciale. »« Comme maman ?» demanda Valérie, ses yeux grands et curieux. Émile sentit son cœur s'expandre et se contracter simultanément. « Oui, comme maman, différente mais tout aussi spéciale. » Valérie parut satisfaite de la réponse et retourna à son livre de coloriage. Mais Émile savait que cette conversation n'était que le début. Tôt ou tard, il devrait expliquer à Valérie qui était réellement Lucie. Il devrait trouver les mots pour décrire comment le docteur qui l'avait sauvée était, en réalité, sa sœur aînée. Une sœur qu'il n'avait jamais connue, qui avait grandi sans père, qui avait lutté seule contre le monde. La culpabilité le frappa avec une force renouvelée. Non seulement il avait abandonné Marisol et sa fille à naître, mais il avait privé Valérie de connaître sa sœur pendant les premières années de sa vie. Il avait volé à toutes les deux la possibilité de grandir ensemble, de se soutenir mutuellement, de partager joies et peines. Mais peut-être, pensa-t-il en observant Valérie dessiner tranquillement, y avait-il encore du temps pour remédier à une partie de ses dégâts. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait essayer de construire un avenir différent. Un avenir où ces deux filles pourraient réellement se connaître, où elles pourraient former un nouveau type de famille, incomplète mais authentique. Avec cette résolution en tête, il commença à réfléchir à la manière d'aborder la vérité avec les deux. Comment jeter des ponts sur l'abîme que sa lâcheté avait créé. Ce ne serait pas facile, et il n'y avait aucune garantie de succès, mais pour la première fois depuis des années, Émile sentait qu'il était sur la bonne voie. Les jours suivants apportèrent une routine qui, bien que centrée sur la guérison de Valérie, permit le développement d'une dynamique particulière entre les trois. Lucie rendait régulièrement visite à l'enfant, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ami qui apportait des livres, de petits jouets et surtout des histoires merveilleuses que Valérie attendait avec impatience. Émile observait ces interactions avec un mélange de joie et de mélancolie, voyant comment ces deux filles formaient un lien sans vraiment savoir qui elles étaient l'une pour l'autre. De son côté, les conversations entre Émile et Lucie avaient évolué de l'hostilité initiale à une courtoisie prudente. Il parlait principalement de Valérie, de son traitement et de sa guérison,
mais occasionnellement leur conversation déviait vers des sujets plus personnels. Émile apprit que Lucie s'était spécialisée en pédiatrie, inspirée par un médecin qu'il avait traité dans son enfance, qu'elle vivait seule dans un petit appartement près de l'hôpital, qu'elle préférait les livres à la télévision et qu'elle adorait la musique classique, petit fragment d'information qu'il chérissait, essayant de reconstituer la vie de la fille qu'il n'avait jamais connue. Un après-midi, pendant que Valérie faisait une sieste, Émile trouva Lucie en train de consulter son dossier médical dans la salle des infirmières. « Son évolution est extraordinaire », commenta Lucie en remarquant sa présence. « Le nouveau. Un traitement est une réussite. Si les examens de demain se passent bien, je pense que nous pourrons envisager la sortie dans quelques jours. » Émile sentit une vague de soulagement mêlée à une étrange anxiété. La sortie de l'hôpital signifiait la fin de cette parenthèse, de cette bulle où les circonstances avaient forcé une rencontre quotidienne avec Lucie. Que se passerait-il ensuite? Reviendrait-il à la situation précédente, chacun dans son monde séparé, ou y aurait-il une opportunité de continuer à construire quelque chose de nouveau? « C'est une excellente nouvelle, » répondit-il, essayant de se concentrer sur le positif. « Valérie sera ravie de rentrer chez elle. » Lucie acquiesça, fermant le dossier médical. Il y eut un moment de silence inconfortable, comme si tous deux sentaient qu'il y avait quelque chose d'important à dire, mais qu'aucun n'osait faire le premier pas. « Lucie, » commença finalement Émile, décidé à ne pas laisser passer l'opportunité. « Quand tout cela sera terminé, quand Valérie sera à la maison, j'aimerais que nous continuions à nous voir, vous et moi, pour parler, pour mieux nous connaître. » Lucie le regarda avec une expression prudente. « Pourquoi ?» La question était simple mais profonde. Émile aurait pu donner de nombreuses réponses. Parce que vous êtes ma fille, parce que je veux réparer le mal que j'ai fait, parce que je me sens seul et que vous êtes ma famille. Mais il opta pour la vérité la plus simple et la plus honnête. Parce que je veux vous connaître, dit-il simplement, non pas en tant que docteur de Valérie, mais en tant que Lucie. La personne que vous êtes, la vie que vous avez menée, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vos rêves, vos peurs, tout. Lucie détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec le stylo qu'elle tenait. Et qu'en est-il de Valérie? Que lui direz-vous à mon sujet sur la raison pour laquelle son médecin fait soudainement partie de sa vie? C'était la question qu'Émile avait évitée, le moment de vérité, littéralement. « Je pense que nous devrions lui dire la vérité, » répondit-il après un moment de réflexion. De manière appropriée à son âge, bien sûr, mais je crois qu'elle mérite de savoir qu'elle a une sœur aînée, une sœur extraordinaire dont elle peut être fière. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de surprise, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. « Êtes-vous sûr, c'est une toute petite fille pour comprendre quelque chose d'aussi compliqué? Les enfants comprennent plus que nous ne le croyons, » dit Émile avec un demi-sourire. « Et Valérie vous adore déjà. Je crois qu'elle serait ravie de savoir que vous êtes sa sœur. » Lucie resta silencieuse, digérant la proposition. Son visage était une toile d'émotions contradictoires. Espoir, peur, doute, désir. Finalement, elle leva les yeux vers Émile. « J'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix ferme, mais non hostile. « Tout cela a été trop rapide, trop intense. J'ai passé 25 ans à n'être que moi, à construire ma vie sans vous. Je ne peux pas simplement intégrer une relation familiale comme si de rien n'était. » Émile acquiesça, comprenant parfaitement sa position. Il ne s'était pas attendu à une acceptation immédiate et, au fond, respectait la prudence de Lucie. Elle démontrait de la maturité, de la sagesse, des qualités qu'il admirait profondément en elle. « Je comprends, » répondit-il. « Nous prendrons tout le temps nécessaire, sans pression, mais je veux que vous sachiez que la porte est ouverte. Toujours. » Une infirmière entra dans la salle, interrompant le moment. Lucie s'excusa, retournant à ses obligations. Mais avant de sortir, elle regarda Émile avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était peut-être le début de quelque chose de nouveau,
quelque chose qui pourrait, avec le temps et la patience, se transformer en une véritable relation entre père et fille. Pendant qu'il retournait dans la chambre de Valérie, Émile sentit une étrange légèreté dans son cœur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Ce n'était pas une voie facile, ni droite, ni même clairement définie, mais c'était une voie qui menait vers l'avant, vers la possibilité de la rédemption et d'une nouvelle forme de famille. Une famille unie non par les conventions, mais par le choix, par le pardon, par l'amour. Le jour de la sortie de l'hôpital arriva avec un ciel parisien étonnamment dégagé, comme si même le temps voulait célébrer la guérison de Valérie. L'enfant était radieuse, vêtue de ses vêtements normaux au lieu du pyjama de l'hôpital, impatiente de rentrer chez elle, à ses jouets, à sa routine normale. Émile avait tout préparé. La maison était propre et équipée de tout le nécessaire pour achever sa guérison. Il avait embauché une infirmière pédiatrique pour les premières semaines et il avait réorganisé son emploi du temps pour pouvoir être présent autant que possible. Lucie entra dans la chambre avec le dossier de sortie, son expression professionnelle, mais avec une chaleur que seule Valérie semblait capable de provoquer systématiquement. « Eh bien, petite guerrière, dit-elle, s'approchant du lit où Valérie attendait avec impatience. « Il semble qu'aujourd'hui soit le grand jour. Êtes-vous prête à rentrer à la maison ?»« Oui !» s'exclama Valérie, sautant pratiquement d'excitation. « Mais vous viendrez me voir pour me raconter d'autres histoires. » La question innocente créa un moment de tension dans la chambre. Lucie regarda Émile, une question silencieuse dans ses yeux. Il acquiesça légèrement, l'encourageant. « Bien !» répondit Lucie, s'asseyant sur le bord du lit. « Je pense que je pourrais vous rendre visite de temps en temps. Si votre papa est d'accord ?»« Bien sûr que je suis d'accord !» intervint Émile avec enthousiasme. « En fait, je pensais que nous pourrions inviter le docteur Lucie à dîner ce week-end, pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour vous. » Valérie applaudit avec joie. « Oui, et vous pouvez apporter d'autres livres. Et on peut vous montrer ma collection de poupées. » Lucie sourit, visiblement émue par l'enthousiasme de l'enfant. « Je devrais consulter mon agenda, mais je pense que ça pourrait être agréable. » C'était une acceptation prudente, mais c'était plus que ce qu'Émile avait espéré. Un petit pas, mais significatif. Une occasion de commencer à construire une relation en dehors de l'environnement hospitalier, sur un terrain plus neutre et personnel. Pendant qu'il finalisait les formalités de sortie, Émile observait Lucie interagir avec Valérie, lui expliquant avec patience et clarté les soins qu'elle devrait suivre à la maison, les signaux auxquels prêter attention, quand elle devrait revenir pour les visites de contrôle. Il y avait une connexion naturelle entre elles, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. C'était fascinant et déchirant à la fois de penser à tout ce qu'ils avaient manqué, à toutes les interactions similaires qu'elles auraient pu partager s'il avait pris des décisions différentes il y a 25 ans. Quand le moment fut venu de partir, Valérie insista pour que Lucie les accompagne jusqu'à la voiture. En traversant les couloirs de l'hôpital, Valérie sautait de joie tout en tenant les mains d'Émile et de Lucie, formant inconsciemment une image parfaite de famille qui ne passa pas inaperçue aux infirmières qui les voyaient passer. Émile remarqua comment Lucie rougissait légèrement devant les regards curieux, mais ne lâcha pas la main de Valérie. À l'entrée de l'hôpital, avant de se séparer, Valérie surprit tout le monde avec une question innocente mais profonde. « Docteur Lucie, pourquoi vous ressemblez tant à papa ?» Le silence qui suivit fut lourd, chargé de sens. Émile et Lucie échangèrent des regards, aucun des deux n'étant préparé à ce moment qui pourtant, ils savaient arriverait tôt ou tard. Les enfants voient des choses que les adultes tentent de cacher, font des liens qui semblent impossibles, mais qui, dans leur simplicité, s'avèrent être les plus évidents. « C'est une bonne question, Valérie, » répondit finalement Lucie, s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. Ses yeux cherchèrent ceux d'Émile, une question silencieuse flottant entre eux. Était-ce le moment? Était-il prêt? Émile acquiesça subtilement, sentant que le destin avait décidé pour eux. « Tu vois, Valérie, » commença Lucie d'une voix douce,
Parfois les gens se ressemblent parce qu'ils partagent quelque chose de très spécial. Comme quoi? Demanda l'enfant, sa curiosité infantile insatiable. Émile s'agenouilla à leur côté, formant un petit cercle intime au milieu de l'agitation de l'hôpital. Comme la famille, dit-il d'une voix chaleureuse mais tremblante. Lucie et moi, nous nous ressemblons parce que nous sommes une famille. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent de surprise et de joie. Vraiment? Comme des cousins? Lucie et Émile échangèrent à nouveau des regards. Le moment de la vérité était venu, simplifié pour un esprit de 4 ans. Mais la vérité, quand même, pas exactement comme des cousins, répondit Émile avec prudence. Lucie est ma fille, ce qui signifie qu'elle est votre sœur aînée. Valérie regarda Lucie avec étonnement, comme si elle voyait soudainement le docteur sous un jour complètement nouveau. « Ma sœur? J'ai une sœur aînée ?» Lucie acquiesça, les yeux brillants de larmes retenues. « Oui, Valérie, je suis ta sœur. Mais c'est génial !» s'exclama l'enfant avec un enthousiasme pur et incontaminé. « J'ai toujours voulu une sœur. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Vous allez vivre avec nous? On va partager notre chambre ?» L'avalanche de questions, si typique d'un enfant, brisa la tension du moment. Lucie ne put s'empêcher de rire, bien que son rire fût mêlé de larmes. « Non, petite, je ne vais pas vivre avec vous. J'ai ma propre maison, mais je pourrai vous rendre visite plus souvent si vous voulez. »« Oui, je veux !» Valérie sautait pratiquement d'émotion. « J'ai la meilleure sœur du monde. Elle est docteure et elle raconte les meilleures histoires. » La simplicité avec laquelle Valérie acceptait la nouvelle était touchante. Pour elle, il n'y avait pas de complications, pas de passé douloureux à surmonter, seulement la joie pure de découvrir qu'elle avait une sœur aînée qu'elle adorait déjà. Une infirmière passa à proximité, souriant devant la scène, sans en comprendre la véritable signification. Lucie, consciente qu'elles étaient toujours dans un lieu public, se leva et retrouva sa contenance professionnelle. « Bon, il est temps de rentrer à la maison, » dit-elle, essayant de faire sonner sa voix normalement bien que l'émotion la trahît. « N'oubliez pas de prendre tous vos médicaments, Valérie, et vous reviendrez me voir pour votre contrôle la semaine prochaine. »« Et pour le dîner du week-end » insista Valérie, ne voulant pas lâcher la main de sa sœur nouvellement découverte. Lucie regarda Émile, qui attendait sa réponse avec une évidente espérance. « Oui, » dit-elle finalement, prenant une décision qui lui semblait changer le cours de sa vie. « Je serai là pour le dîner. » Le sourire de Valérie était éblouissant. Elle se lança vers Lucie, embrassant ses jambes avec force. « Je t'aime, sœur Lucie. » Les mots, si simples et directs, frappèrent Lucie avec une force inattendue. Pendant un moment, elle resta immobile, dépassée par la vague d'émotions. Puis, lentement, elle s'agenouilla et rendit l'étreinte à Valérie, l'enveloppant avec soin comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Je t'aime aussi, petite », murmura-t-elle, des mots qu'elle n'avait jamais pensé dire à la fille d'Émile, des mots qui sortaient d'un endroit profond et authentique, au-delà du ressentiment et de la douleur accumulée pendant des années. Émile observait la scène le cœur serré, sentant qu'il était témoin d'un miracle. Un miracle qu'il ne méritait pas, mais pour lequel il serait éternellement reconnaissant. Quand elles se séparèrent enfin, tous avaient des yeux humides. Lucie prit congé avec un professionnalisme renouvelé, promettant d'appeler pour confirmer les détails du dîner et retourna à l'intérieur de l'hôpital, sa blouse blanche flottant derrière elle comme un drapeau de reddition et de nouveaux commencements. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Valérie ne cessait de parler de sa nouvelle sœur, faisant des projets, imaginant des jeux qu'elle pourrait partager, posant des questions sur la vie de Lucie auxquelles Émile pouvait à peine répondre. Son enthousiasme était contagieux, mais il servait aussi de rappel douloureux de tout ce qui avait été perdu, de toutes les années où ces filles auraient pu être de vraies sœurs, grandissant ensemble, se soutenant mutuellement. « Papa !» dit Valérie soudainement, interrompant ses pensées. « Si Lucie est ta fille, ça veut dire qu'elle avait une autre maman avant maman Carmen ?» La question, si innocente et directe, prit Émile par surprise. Il s'était attendu à ce genre de questions, mais pas si tôt. Il respira profondément, décidé à être honnête, mais délicat. « Oui, chérie »,
répondit-il en conduisant. Lucie a une autre maman. Elle s'appelait Marisol, et je l'ai rencontrée bien avant de rencontrer maman Carmen. Et où est la maman de Lucie maintenant? La curiosité de Valérie était imparable. Elle est au ciel comme maman Carmen, dit Émile, sentant une boule dans sa gorge. Valérie garda le silence un instant, digérant l'information. Alors Lucie n'a ni maman ni papa, dit-elle finalement, avec une compréhension surprenante pour son âge. Elle doit se sentir très seule. Les mots, si simples mais si justes, traversèrent le cœur d'Émile comme une flèche. Oui, chérie, je crois qu'elle se sent parfois très seule. Mais maintenant, elle nous a, n'est-ce pas? Tu peux être son papa à nouveau, et moi, je serai sa sœur. Elle ne sera plus seule. La logique infantile, si pure et directe, contenait une vérité profonde qu'Émile ne pouvait qu'espérer possible. Je l'espère, Valérie. Je l'espère de tout mon cœur. Le week-end arriva plus vite que prévu. Il avait consacré les jours précédents à préparer la maison, à cuisiner le meilleur menu qu'il connaissait, avec l'aide d'un chef engagé pour l'occasion, admettait-il pour lui-même, à choisir le vin parfait. Il voulait que tout soit impeccable pour la première. Visite officielle de Lucie en tant que quoi? Sa fille, la sœur de Valérie? Les deux titres semblaient à la fois corrects et inadéquats. Valérie était aux anges, se rétablissant avec la rapidité étonnante que seuls les enfants possèdent. Elle avait insisté pour faire des dessins pour Lucie, pour lui montrer chaque coin de la maison, pour partager tous ses jouets et ses livres avec elle. Son enthousiasme n'avait pas de limite, et Émile l'en remerciait, car cela aidait à diluer la tension qu'il ressentirait inévitablement en recevant Lucie dans un contexte aussi personnel. À 19 heures précises, la sonnette retentit. Émile respira profondément, lissa une ride imaginaire sur sa chemise et ouvrit la porte. Lucie était là, vêtue d'un jean élégant et d'un chemisier bleu clair, si différente du docteur formel qu'il connaissait de l'hôpital. Elle portait les cheveux détachés, tombant en vagues sur ses épaules, et tenait dans ses mains un gâteau fait maison et un livre pour enfants. « Bonjour », dit-elle avec un sourire timide. « J'espère ne pas être arrivé trop tôt. »« Pas du tout », répondit Émile, s'écartant pour la laisser entrer. « Vous arrivez parfaitement. Valérie compte les minutes depuis qu'elle s'est réveillée ce matin. » Comme si elle avait entendu son nom, Valérie apparut en courant dans le couloir. « Lucie !» cria-t-elle avec joie, se jetant sur elle. Lucie eut à peine le temps de passer le gâteau à Émile avant de recevoir l'impact de l'étreinte enthousiaste de l'enfant. « Bonjour, petite !» répondit-elle, s'agenouillant pour l'embrasser correctement. « Comment allez-vous? Avez-vous suivi toutes mes instructions médicales ?»« Oui, docteur !» assura Valérie avec un sérieux comique. J'ai pris tous mes médicaments et je me suis bien reposé. Mais aujourd'hui, j'ai fait un dessin pour vous. Venez, je vais vous le montrer. Sans attendre de réponse, Valérie prit la main de Lucie et l'entraîna à l'intérieur de la maison, bavardant sans arrêt. Émile les suivit avec un sourire, ravi de voir la connexion naturelle entre ses filles, une connexion qui avait fleuri au moment où la vérité de leur relation avait été révélée. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment confortable. Valérie dominait la conversation avec son enthousiasme enfantin, posant des questions incessantes à Lucie sur son travail, sa maison, ses goûts, créant un pont naturel entre les deux adultes qui auraient autrement eu du mal à trouver des sujets sûrs. Ce fut pendant le dessert, alors que Valérie dégustait le gâteau que Lucie avait apporté, que l'enfant lança une de ces questions directes qui changea le cours de la conversation. « Lucie, pourquoi vous n'êtes jamais venue nous voir avant? Si vous êtes ma sœur et la fille de papa, vous auriez dû être à mon anniversaire, et à Noël, et à tous les jours importants. » Le silence qui suivit fut lourd. Émile sentit qu'il devait intervenir, protéger Lucie de la nécessité d'expliquer l'inexplicable à une enfant de 4 ans. Mais avant qu'il ne puisse parler, Lucie répondit avec une sincérité surprenante. « Vous voyez, Valérie, parfois les adultes commettent des erreurs, commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. Et parfois ces erreurs font que les gens s'éloignent, même quand ils sont de la famille. Votre papa et moi, nous
sommes perdus pendant longtemps. Nous ne savions pas comment nous retrouver. Comme dans un labyrinthe ? Demanda Valérie, essayant de comprendre en termes qu'elle puisse gérer. Oui, exactement comme dans un labyrinthe, sourit Lucie, reconnaissante de la comparaison. Un labyrinthe très grand et compliqué, mais maintenant, grâce à vous, nous nous sommes retrouvés. Grâce à moi ? Les yeux de Valérie s'écarquillèrent d'étonnement. Oui, grâce à vous, confirma Lucie, et elle jeta un bref regard à Émile, qui acquiesça silencieusement, les larmes contenues dans les yeux. Si vous n'étiez pas tombé malade, si vous n'étiez pas venu dans mon hôpital, votre papa et moi aurions pu continuer à nous perdre dans ce labyrinthe pour toujours. Valérie parut extrêmement satisfaite de cette explication. Alors je suis contente d'avoir été malade. Enfin, pas de la partie qui faisait mal, mais de la partie qui vous a amené chez nous. Lucie et Émile ne purent s'empêcher de rire devant la logique parfaitement infantile de Valérie. Et dans ce rire partagé, quelque chose s'adoucit entre eux, une tension qui était présente depuis leur retrouvailles, mais qui commençait maintenant à se dissoudre, remplacée par quelque chose de nouveau et de fragile, mais prometteur. Quand vint le moment de coucher Valérie, l'enfant insista pour que Lucie lui lise une histoire avant de dormir. Émile les observa depuis la porte de la chambre, écoutant comment Lucie donnait vie aux personnages avec des voix différentes, comment Valérie riait et interrompait avec des questions, comment toutes deux construisaient un moment d'intimité qui semblait naturel et miraculeux à la fois. Une fois que Valérie fut finalement endormie, Lucie sortit sur la pointe des pieds de la chambre, retrouvant Émile dans le couloir. « Vous avez une fille merveilleuse, dit-elle à voix basse. Nous avons, corrigea-t-il doucement, nous avons 2 filles merveilleuses. Le moment s'allongea entre eux, chargé de sens. Finalement, Émile reprit la parole. Un café sur la terrasse ? La nuit est agréable. Lucie acquiesça, le suivant jusqu'à la vaste terrasse qui offrait une vue spectaculaire sur Paris illuminé. Ils s'assirent sur des chaises confortables, avec des tasses de café fumant entre eux et le ciel étoilé au-dessus de leur tête. « Merci, dit Émile, après un long silence contemplatif, de venir aujourd'hui, d'être si gentille avec Valérie, de tout. » Lucie remua son café pensivement. « Je ne l'ai pas fait pour vous, » répondit-elle avec honnêteté, mais sans agressivité. « Je l'ai fait pour elle, et peut-être un peu pour moi aussi. »« Je comprends, » acquiesça-t-il, « et je le respecte. Je n'attends pas que vous me pardonniez du jour au lendemain. Je ne sais même pas si un jour je pourrai mériter votre pardon. Mais je suis reconnaissant pour l'opportunité d'essayer. »« Il ne s'agit pas seulement de pardon, » dit Lucie, regardant l'horizon illuminé de la ville. « Il s'agit aussi de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas défini par le passé, mais parce que nous décidons de faire à partir de maintenant. Vous croyez que c'est possible ? » demanda Émile, sa voix révélant une vulnérabilité qu'il se permettait rarement de montrer. Lucie resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle évaluait honnêtement la question. « Je ne sais pas, » répondit-elle finalement, « mais je crois que ça vaut la peine d'essayer, pour Valérie, sinon pour nous-mêmes. » C'était plus qu'Émile n'avait espéré, plus qu'il ne savait mériter. Une porte entrebâillée vers un avenir qu'il osait à peine imaginer, où ces 2 filles pourraient se connaître et s'aimer, où il pourrait peut-être réparer une partie du mal qu'il avait causé tant d'années auparavant. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-il, se levant pour entrer dans la maison. Il revint avec une vieille boîte en bois, usée par le temps. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucie avec curiosité. « Votre histoire, » répondit-il, simplement en ouvrant la boîte. « Ou du moins, la partie de votre histoire que j'ai partagée pendant une courte période. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient de vieilles photographies, des lettres, de petits souvenirs d'une époque révolue. Émile sortit une photographie et la tendit à Lucie avec des mains tremblantes. Dessus, une jeune femme magnifique avec des cheveux noirs et des yeux brillants souriait à l'appareil photo, avec en arrière-plan des arbres et un ciel bleu. « Votre mère, » dit-il doucement, « Marisol. » Lucie prit la photographie avec révérence, étudiant chaque détail du visage dont elle se souvenait à peine, cherchant dans ses yeux figés dans le temps une connexion avec ses propres souvenirs flous.
Elle me ressemble, murmura-t-elle surprise. Oui, acquiesça Émile, vous avez son sourire, son regard intelligent, mais vous avez aussi des choses de moi, la forme du nez, la ligne de la mâchoire. Vous êtes la meilleure combinaison de Lucie. Elle continua de regarder la photographie en silence, les émotions trop intenses pour être exprimées en mots. Finalement, elle leva les yeux vers Émile. Puis-je garder cette photo ? Bien sûr, répondit-il immédiatement. En fait, j'aimerais que vous emportiez toutes celles que vous voulez. Elles sont à vous de droit. Elles font partie de votre histoire. Lucie acquiesça, reconnaissante, et regarda à nouveau la photographie de sa mère. Une mère qui était morte trop tôt, la laissant seule dans un monde qui avait souvent été cruel et indifférent. Une mère qui, malgré tout, avait aimé sa fille suffisamment pour lui inculquer la force nécessaire pour survivre, pour prospérer, pour devenir la femme extraordinaire qu'elle était aujourd'hui. Elle serait très fière de vous, dit Émile, comme s'il lisait dans ses pensées, de la femme que vous êtes devenue, du docteur qui sauve des vies, de la personne que vous êtes malgré tout ce que vous avez traversé. Les mots déclenchèrent quelque chose en Lucie, une émotion qu'elle avait gardée sous contrôle pendant si longtemps qu'elle avait presque oublié qu'elle existait. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses mais irrésistibles. Des larmes pour la mère perdue, pour l'enfance solitaire, pour le père absent, pour toutes les versions d'elle-même qui avaient lutté et survécu. Sans rien dire, Émile tendit sa main sur la table, la lui offrant sans exiger qu'elle la prenne. Après un moment d'hésitation, Lucie plaça sa main sur la sienne, un contact léger mais significatif, un pont jeté sur un abîme de temps et de douleur. « Je ne peux pas promettre que tout sera parfait, » dit Lucie finalement, séchant ses larmes avec sa main libre. « Je ne sais pas si je pourrai jamais vous appeler papa ou ressentir pour vous ce qu'une fille ressent pour son père. Mais je peux promettre d'essayer. Pour Valérie, pour la mémoire de ma mère, et peut-être, avec le temps, aussi pour nous. » C'était beaucoup plus qu'Émile n'avait espéré, plus qu'il ne savait mériter. Une promesse d'essayer, un engagement, à construire quelque chose de nouveau, à partir des cendres du passé. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un commencement, et pour l'instant cela suffisait. « Merci, » dit-il simplement, serrant doucement la main de Lucie avant de la lâcher. C'est plus que je n'ai le droit de demander. Ils restèrent, sur la terrasse tard, parlant parfois, se taisant d'autres fois, partageant des fragments de leur vie séparée, tandis que la ville brillait sous eux et que les étoiles scintillaient au-dessus. Ils n'étaient pas une famille conventionnelle, pas encore, peut-être ne le seraient-ils jamais, mais ils étaient quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile. Quelque chose avec le potentiel de grandir et de se renforcer avec le temps et les soins appropriés. Et en cette nuit parisienne, sous un ciel étoilé, cela semblait être un cadeau précieux en soi. Dans les mois suivants, une nouvelle routine commença à s'installer. Lucie rendait régulièrement visite à Valérie, au début sous le prétexte des visites médicales, puis simplement en tant que sœur aînée que la petite adorait. Elles passaient des après-midi ensemble au parc, cuisinaient des gâteaux, lisaient des histoires, construisant un lien qui se renforçait chaque jour. La relation entre Émile et Lucie évoluait plus lentement, avec plus de prudence. Il y avait des moments de connexion authentique suivis de périodes de distance, comme s'ils avaient tous les deux besoin de prendre du recul de temps en temps pour traiter ce qui se passait. Mais il y avait des progrès, lents mais constants. Ils partageaient des repas, des conversations, de petits fragments de leur vie qui formaient progressivement une mosaïque plus complète. Un dimanche après-midi, pendant que Valérie faisait la sieste après une journée épuisante aux eaux, Émile et Lucie se retrouvèrent seuls dans le salon, chacun avec une tasse de thé, un silence confortable entre eux. « J'ai réfléchi, » dit Lucie, rompant le silence, « à propos de ma mère, de vous, de la façon dont les choses se sont terminées entre vous. » Émile la regarda attentivement, attendant qu'elle continue. « Pendant des années, je vous ai blâmé pour tout, admit-elle.
De l'avoir abandonnée, de ne pas avoir eu de vos nouvelles, de ne pas avoir été là quand elle est décédée, il était plus facile de vous haïr que d'affronter la complexité de la situation. Elle respira profondément avant de poursuivre. Mais maintenant, en vous connaissant mieux, en voyant comment vous êtes avec Valérie, je me rends compte que vous étiez très jeune à l'époque, effrayé probablement. Vous avez fait des erreurs, de graves erreurs, mais vous n'étiez pas le monstre que j'ai imaginé pendant tant d'années. C'était la première fois que Lucie exprimait quelque chose de proche du pardon, et Émile sentit son cœur s'expandre et se contracter simultanément. « J'ai commis la pire erreur de ma vie », répondit-il d'une voix chargée d'émotion, « et je l'ai payée chaque jour depuis, même si je ne le savais pas. J'ai manqué l'occasion de vous voir grandir, d'être votre père, d'être là pour vous. Quand vous aviez le plus besoin de moi, il n'y a pas assez de pardon pour ça. » « Non, » acquiesça Lucie, « il n'y en a pas, mais il y a un avenir. Et je crois que nous pouvons le construire ensemble, tous les trois. Une famille différente, imparfaite, mais la nôtre. » Émile acquiesça, incapable de parler tant l'émotion était forte. Était-ce possible? Après tant de temps, tant de douleur, pouvait-il réellement créer quelque chose de nouveau et de précieux à partir des cendres du passé? « Valérie m'a posé une question intéressante hier, » continua Lucie avec un petit sourire. « Elle m'a demandé si un jour nous vivrions tous ensemble, comme une famille normale. Je n'ai pas su quoi lui répondre. « Et qu'en pensez-vous » demanda Émile prudemment. Lucie réfléchit un instant. « Je crois que « normal » est un mot qui ne s'applique pas à nous. Notre situation est unique, notre chemin est le nôtre. Mais je crois que nous pouvons être une famille à notre manière. Nous n'avons pas besoin de vivre sous le même toit pour être connectés, pour prendre soin les uns des autres, pour être importants dans la vie des autres. » « Vous avez raison, » acquiesça Émile. « L'important, ce n'est pas la forme que prendra notre famille, mais que nous continuions à la construire, jour après jour, avec honnêteté et respect mutuel. » Lucie acquiesça, satisfaite de cette conclusion. « Je crois que je peux vivre avec ça, » dit-elle, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, son sourire atteignit pleinement ses yeux, sans réserve ni ombre. À ce moment, Valérie apparut dans l'embrasure de la porte, endormie, mais souriante en voyant sa sœur et son père ensemble. « Vous parlez de choses de grand ?» demanda-t-elle, se frottant les yeux avec ses petits poings. « Nous parlons juste de l'avenir, » répondit Lucie, tendant les bras pour que Valérie s'approche. L'enfant courut vers elle et monta sur ses genoux, se blottissant comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. « Et comment est l'avenir » demanda Valérie avec une curiosité enfantine. Lucie regarda Émile par-dessus la tête de l'enfant, un regard de complicité et d'espoir partagé. « L'avenir, » répondit-elle avec conviction, « est brillant et beau, petite, parce que nous le construisons ensemble, jour après jour, avec amour et patience. Comme une maison en bloc, » acquiesça Valérie sagement, où chaque pièce est importante pour que tout ne s'écroule pas. Émile et Lucie rirent, surpris une fois de plus par la sagesse qui pouvait émaner d'un esprit si jeune. « Exactement comme ça, chérie, » acquiesça Émile. « Chacun de nous est une pièce fondamentale. » Et tandis que le soleil du soir baignait le salon d'une lumière dorée, tous les trois restèrent ensemble, non pas comme la famille qu'ils auraient pu être, mais comme la famille qu'ils choisissaient d'être. Imparfaite, non conventionnelle, construite sur les fondations d'erreurs passées, mais aussi sur le pardon, l'espoir et la possibilité de rédemption. Ce n'était pas la fin de leur histoire, mais seulement le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'ils écriraient ensemble, mot après mot, jour après jour, construisant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible. Un foyer non défini par des murs ou des adresses, mais par les liens invisibles mais inébranlables, qui unissent ceux qui choisissent de s'aimer malgré tout. Un foyer construit non sur la perfection, mais sur la volonté d'essayer, d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau et de beau à partir des cendres du passé. Un foyer où les blessures pouvaient guérir, où les erreurs pouvaient être pardonnées, où l'amour pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus. Un foyer appelé famille. Félicitations,
Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.